Merci. Eh bien, voilà déjà 20 ans que s'ouvrait sur le quai Claude Bernard, l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Luc. J'ai eu la chance avec mon confrère Didier Manès et mon agence CRB Architecte d'avoir à réaliser ce projet dans ce site prestigieux, et ce n'est pas sans des certaines craintes que l'on attaque un projet de cette importance que le maître d'ouvrage annonce comme révolutionnaire. Révolutionnaire, c'était dans la façon dont on allait soigner les patients et comment on organisait de nouvelle façon l'hôpital. Avant d'aborder les problèmes que ce projet va nous poser, il me faut revenir un peu sur l'historique de cet établissement. Pendant plus d'un siècle, les deux hôpitaux de croyances religieuses se sont trouvés côte à côte dans un quartier que l'aménagement du quai Claude Bernard permettait d'investir. Le pont du Midi, le pont du Midi et le pont des facultés, en aval du futur pont de l'université, permettent de traverser le Rhône. On remblait ces terrains marécageux et on crée des rues en levée qui forment un étrange damier en relief. Alors, je ne sais pas si... Il faut que je fasse tourner ça. Non, voilà. Ah. Voilà. Ça permet au retardateur d'arriver. Eh bien. Abraham Hirsch construit en 1894 les facultés que vous voyez à l'écran. Il faut que je parle plus fort. Ouais. Donc Hirsch construit en 1894 les facultés qui sont toujours au même endroit et aussi en bon état, juste sur le quai. Un problème ? Voilà. Vers 1865, le père Chevrier, fondateur du Prado, suggère à son médecin, le docteur Emery, de créer un dispensaire dans ce quartier. Celui-ci et son ami Galavardin pratiquent l'homéopathie. Il constitue dès 1869 la Société civile de médecine pratique et achète un terrain sur le quai où se trouve un petit bâtiment qui s'appelle le Bal d'Apollon et où vont s'encanailler les Lyonnais. Les travaux sont confiés. Voilà, je vais trop vite. Je vais trop vite, ça y est. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes allé trop vite. Je parle trop vite. Voilà. Donc ici, vous avez à l'écran, vous avez l'hôpital Saint-Joseph tel qu'il était à sa construction. Vous apercevez, vous voyez qu'il est en dessus, il domine le terrain de 3 mètres à peu près. Et c'était donc toutes les rues qui dominaient les terrains autour enlevés. Alors, mais j'étais déjà trop loin avec l'hôpital Saint-Joseph, c'était encore le Saint-Luc. Ah, voilà, je m'excuse, il faut s'habituer. Voilà, ça c'est l'hôpital Saint-Luc tel qu'il a été fabriqué. Vous l'avez sur la gauche et sur la droite. Maintenant, oh, ça y est, voilà l'hôpital Saint-Luc. Et maintenant, l'hôpital Saint-Joseph tel qu'il a été construit. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'appuyez pas sur le bon bouton et vous sortez du diaporama. Ah, c'est la catastrophe. Très, très compliqué. Bon, je peux continuer ?
Voilà, là vous avez de nouveau l'hôpital Saint-Joseph quand on le voit par la face est. Et là encore, on voit qu'il est en surélévation par rapport au terrain naturel, comme les routes qui ont été toutes remblayées d'ailleurs les, avec les gravois qui venaient du tunnel, du creusement du tunnel ferroviaire. Voilà. Je vois rien. Alors, en 1888, les facultés catholiques décident de créer un hôpital universitaire afin d'offrir toutes les disciplines à ses étudiants et commande à l'architecte Franchet, le même que celui de Saint-Luc, un bâtiment de 120 lits que vous voyez là sur l'écran. Vous avez le bâtiment et vous avez son plan à l'étage. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Ça, c'est la façade côté Rhône. Vous voyez le plan du bâtiment. C'est un plan en U et très particulier, très, très innovant pour l'époque. Le Franchet réalise une construction très innovante de 4 niveaux sur sous-sol, muni de tous les équipements les plus modernes, monte-malade, électricité, téléphone, chauffage à la vapeur, avec des galeries extérieures desservant tous les services par l'extérieur, et il est au dernier cri des recherches hygiénistes. Le bâtiment est inauguré en 1894 et comporte un internat dont le titre d'interne de Saint-Joseph qu'il décerne sera bien connu des Lyonnais pendant de nombreuses années et jusqu'à une date relativement récente, il me semble une trentaine d'années. Les deux établissements continuèrent jusqu'en 1993 leur chemin parallèle, Saint-Luc arrivant à 170 lits, je crois, avec un secteur de chirurgie très important et depuis 1954, un service de grands brûlés dont la notoriété est internationale. Saint-Joseph, de son côté, développe fortement ses activités, prend sous sa direction les cliniques de Saint-François d'Assise et de Sainte-Élisabeth et la clinique de Vaux-en-Velin jusqu'à atteindre une capacité de 750 lits. Je travaillais déjà à l'hôpital Saint-Joseph et avais déjà établi un plan directeur en 1975 et approuvé par le préfet, et avec la construction d'un bâtiment bloc opératoire neuf qu'on peut apercevoir sur la perspective. Bon, ça va. Voilà, sur la perspective. Voilà l'ensemble de l'hôpital Saint-Joseph à l'époque avec les bâtiments neufs qui étaient au premier plan. J'appuie toujours là où il ne faut pas. C'est terrible. Bon, désolé. La situation de ces deux hôpitaux devait bientôt faire l'objet de grandes réflexions de part et d'autre, certainement orientées par le Conseil régional d'organisation sanitaire. Le résultat de cette intense activité fut la décision en 1993 de réaliser la fusion de Saint-Joseph et Saint-Luc sous la présidence de Jacques-François Martin. J'appuie sur le bon bouton cette fois-ci. Voilà. Voilà une photo de l'ensemble du personnel pour montrer qu'ils ont bien fusionné, ce qui était un problème relativement difficile parce que c'est deux établissements qui étaient très proches mais qui avaient peu de contacts, en tout cas pas de contact fonctionnel. Il fut alors décidé de réunir physiquement les deux entités avec une liaison souterraine. Chargé de cette mission avec Didier Manès, qui était l'architecte de Saint-Luc, nous avons obtenu le permis de construire en 1995 pour un projet de 547 lits approuvé par le préfet.
Mais parallèlement à ce projet, les réflexions autour du président prennent de l'ampleur. Le projet de réaménagement des deux hôpitaux montre ses limites et les difficultés d'une réalisation qui risque d'être sans fin. L'idée d'une construction neuve se fait jour et poussée par l'administration, un nouveau projet d'établissement est approuvé par le préfet sur le site Saint-Luc en 1996. L'ordre d'arrêter les études en cours nous arrive. C'est à la fois réjouissant et inquiétant. La décision de construire un hôpital neuf sur le site de Saint-Luc est bien prise, mais quelle va être la suite des opérations? Aurions-nous une extension de notre contrat pour construire le nouvel établissement? Si oui, quand pourrons-nous nous mettre au travail? J'ai trop connu de projets interrompus qui ne démarrent jamais. C'est aussi, cela nous met en grande difficulté et j'envisage de prendre ma retraite. En attendant le feu vert, à l'hôpital, c'est une période où l'établissement est en effervescence. C'est un travail considérable qui s'engage pour les équipes médicales, soignantes, administratives et techniques. Il faut établir le programme du futur hôpital. Le président Jacques-François Martin, Madame la directrice, Madame Montaigu, et le président de la CME s'entourent de conseillers spécialisés et pour concrétiser toutes les réflexions, font appel à Monsieur Lemandat, qui est un architecte programmiste à Paris. C'est lui qui va mettre les souhaits, les exigences et la philosophie du projet et finalement la nomenclature de toutes les fonctions, les surfaces à respecter et les objectifs de performance. Alors le programme, bientôt cet ordre de service va arriver, mais quand il arrive, la date, je ne m'en rappelle plus, j'ai perdu le souvenir de cet événement, et c'était un événement parce que c'est arrivé plus vite qu'on ne pensait d'ailleurs. Et on s'est remis au travail. Au lieu de partir à la retraite, je me suis remis au travail. Le programme. Le programme de l'hôpital, c'est 350 lits qui sont répartis en 100 lits banalisés, 20 lits de maternité, 20 lits de réanimation, 15 lits de grands brûlés, 12 lits post-urgence, 8 lits de dialyse et 25 lits d'hébergement de jour. Alors, c'est comme au niveau du gros matériel, c'est 9 salles d'opération multifonctions, c'est une salle d'endoscopie, un IRM, une angiographie et un scanner. Les bâtiments devront être climatisés, ça fait partie des données du programme, les bâtiments seront climatisés, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et voilà. Donc voilà le programme tel qu'il est arrivé. Voilà. Hiérarchiser les surfaces, installer des organigrammes, débattre les propositions avec le maître d'ouvrage et lui faire prendre des options. Un des premiers points qu'on leur posait, peut-on séparer la maternité des salles de naissance? Le bloc de césarienne doit-il être jouxté celle-ci? Fait-il partie du bloc opératoire? Bien sûr, on manque cruellement d'anesthésistes. L'hôpital est une des grosses maternités de la ville. Quel intérêt à regrouper l'exploration fonctionnelle cardiologique et la réa? Comment envisager la restauration, le linge, toute la logistique qui doit accompagner le fonctionnement d'un hôpital? Voilà bien des questions de fond, souvent déterminantes, dont il faut débattre et planifier les possibilités d'implantation et vérifier les possibilités d'implantation. Des schémas fonctionnels commencent à s'ébaucher qui, peu à peu,
s'organise et en 3 dimensions. Ces schémas sont présentés au groupe de travail, notre seul interlocuteur, discuté et validé. C'est un des côtés très positifs de ce projet, c'est que la direction a pris la décision de nous interdire tout contact avec d'autres interlocuteurs que le groupe de travail. C'est dans cette phase que l'esprit de synthèse de l'architecte se manifeste le plus et de la maîtrise de multiples données que sort l'esquisse du projet. Il faut en permanence passer du général au particulier et l'inverse. Alors à ce moment-là, il faut se mettre à rechercher un parti. Lorsqu'il faut composer sur un terrain parfaitement défini que 4 rues et par ces 4 rues et faire tenir sur moins de 6 000 m², quelques 35 000 m² hors œuvre, il est évident qu'il va falloir utiliser au maximum les capacités que donne le plan d'urbanisme. Pour les sous-sols, aucun problème. Nous sommes rodés chez CRB, qui, ayant travaillé pendant des années à la Cité internationale, les parois moulées qui permettent de faire de descendre très profond et se mettre à l'abri des crues n'ont plus de secret pour nous. Et la lumière naturelle dans les sous-sols, eh bien là aussi, l'expérience avec Renzo Piano et les douves du quai Achille-Lignon nous ont inspirés. On commence par dégager quelques idées forces. D'abord, toutes les consultations seront regroupées en un seul niveau. Ça, c'est la première révolution dans l'établissement, parce que d'habitude, dans les hôpitaux, en général, les services ont, au même niveau que l'hébergement, ont les bureaux de consultation. Alors là, comme on manquait réellement de surface, parce que lorsqu'on m'avait demandé quelles étaient les capacités du terrain de Saint-Luc, à l'évidence, le terrain de Saint-Luc était trop petit et il fallait absolument gagner des mètres carrés. Et le regroupement de toutes les consultations sur un seul plateau a permis de gagner beaucoup de surface. Donc, toutes les consultations regroupées. Et trouver d'abord de la lumière aussi dans le plus au cœur possible des bâtiments, parce que c'est quand même un grand bloc, 80 par 70 à peu près. Créer des grands plateaux pour les consultations, ça c'était une des données, pour les blocs, les grands brûlés, et puis trouver le maximum de mètres carrés, donc creuser, et on avait la possibilité de descendre 2, 3, 4 étages. Et on s'est arrêté au 3e niveau de sous-sol parce qu'en dessous, les problèmes se compliquaient, non pas à cause de l'eau, mais pour des problèmes fonctionnels. Donc on attaque sur 2 fronts l'organisation des grands plateaux et l'organisation des services d'hospitalisation. Il est évident que les grands plateaux occuperont tous les niveaux bas, mais c'était pas sûr. On a eu plusieurs variantes et on a commencé à travailler sur les services d'hospitalisation, c'est-à-dire il y avait plusieurs façons de traiter le problème de l'hébergement qu'on retrouve dans beaucoup d'hôpitaux. C'est des services qui sont très épais avec une double circulation et des locaux en position centrale où on met les services les salles de soins, etc., les postes d'infirmiers, et l'autre solution étant les services, les chambres sont distribuées de part et d'autre d'une circulation centrale. Donc le bâtiment épais, non, alors là, voilà, j'ai encore fait la bêtise, ça, là. Je vais trop vite là. Il faut que j'arrête. Très bien. Donc le bâtiment épais, je vais reprendre, il faut que je revienne un peu en arrière.
Voilà. Oui, sur l'axonométrie que vous avez sur l'écran, le bâtiment épais, c'est celui qui a toutes ses chambres sur 5 étages en façade sur le quai, avec les plateaux techniques qui sont en dessous et qui remontent sur la partie arrière, c'est-à-dire la rue Rollin, qui permettent d'avoir encore des locaux plus larges d'habitude que ce qu'on a d'habitude des bâtiments qui font entre 12 et 14 mètres d'épaisseur. Et là, on peut les avoir avec une épaisseur plus importante. Mais ce n'est pas la solution qui a été retenue. La solution qui a été retenue, c'est une solution avec les bâtiments qui entourent à la périphérie, qui entourent toute la propriété. Et je vous montrerai le détail tout à l'heure. Mais ce qui devient quelque chose de très important dans cet hôpital, c'est qu'il y a un seul point central qui est vraiment la colonne vertébrale de l'opération, dans laquelle on retrouve absolument toutes les fonctions de circulation verticale, depuis les ascenseurs, les montes-charges, les montes-malades, les escaliers, l'escalier. Alors l'escalier, c'est intéressant parce que dans cet hôpital, il y a un seul escalier qui fonctionne et les services de sécurité nous obligent à avoir 4 escaliers supplémentaires. Ces escaliers ont une particularité, c'est qu'ils sont fermés, interdits au public, personne n'y passe. Si on ouvre une porte, il y a un système qui déclenche l'alarme, ce qui veut dire que personne n'utilise 4 escaliers. Ils ont été mis là uniquement en cas d'incendie. Alors ça a un avantage, c'est qu'on contrôle beaucoup mieux les fluides, les circulations de visiteurs et surtout ceux qui sont indésirables. Et ça arrive très souvent dans les hôpitaux. Donc le bâtiment qui a été retenu, à partir de... Alors, puisqu'on a cette photo sur l'écran, vous voyez qu'il y a quatre parties jaunes qui se détachent. Alors, je vais essayer voilà, qui sont là, qui sont des couloirs qui vont chaque fois jusqu'à la façade, à une salle. En façade, on a une salle de séjour qui est le cœur du service, de chacun des services. Et cette... il faut que je revoie si... Oui, bah, bon, voilà. Bon, j'ai perdu le plan. Ouais, là, un petit coup d'œil sur les photos. Là, c'est pour vous montrer les 4 ascenseurs panoramiques qui montent dans l'atrium. Et puis, sur le plan de l'entretien, c'est tout à fait remarquable parce qu'on a un seul local dans lequel il y a toutes les 6 monts de charge et les 4 ascenseurs. Et il n'y a pas d'autre endroit. C'est pour l'entretien et la sécurité, c'est excellent. À la verticale. Donc, essayer de trouver. Voilà. Alors, ça y est, je fais les bêtises à chaque fois. Bon, c'est trop compliqué. J'ai jamais arrivé à finir. Je vais mettre la photo suivante là. Voilà. Donc là, voilà un croquis d'étude à l'époque. C'est à peu près ce qui a été réalisé. Vous voyez le service qui fait un angle. Donc on a 4 services qui sont identiques à celui-là. Ils sont branchés directement. Oh. Ouais. Décidément. Vous voyez que vous avez affaire à un conférencier qui est peu aguerri à ce genre de sport. Voilà, allez, ça y est, on est revenu. On est revenu. Donc vous voyez le service, la partie le noyau central, ce que j'appelle le cœur de l'hôpital,
avec les 4 montes ascenseurs panoramiques, les 6 montes malades qui sont là, avec y compris un service de valisette qui est là derrière, l'escalier principal, et puis de ce point-là, on part chaque fois dans les services avec la salle de séjour qui est en façade, là. Juste en face, on a le pôle infirmier qui a une particularité, c'est qu'il est en angle lui aussi et il débouche aussi bien sur le séjour que sur la circulation ici des chambres. Là, quand vous arrivez, tout ce paquet de gris, là, c'est les vestiaires du personnel et des services pour la maintenance. Et les chambres à 2 lits sont... il y a 5 chambres à 2 lits, les 25 lits sont répartis en chambres individuelles et 5 chambres à 2 lits. Oui, je crois que... Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Oui, ben, je pense que c'est aussi bien. Bon. Donc les chambres sont organisées d'une certaine façon. Vous voyez qu'elles sont toutes réunies 4 par 4 autour d'une petite placette qui permet d'avoir beaucoup de dégagement. On rentre très très bien dans les salles, surtout avec les lits, parce que les lits, quand il faut les faire rentrer et sortir, c'est pas toujours très facile. Donc là, on rentre très facilement dans les chambres. Et la chambre, autrement, n'a rien d'extraordinaire. Les sanitaires, c'est des sanitaires qui sont tout à fait traditionnels, avec la douche à l'italienne et WC suspendu, avec une petite amélioration sur les chambres à 2 lits qui ont été équipées avec un WC supplémentaire, ce qui est pas mal dans les chambres à 2 lits. Alors, ensuite, je vais essayer de ne pas faire bouger les... Alors voilà, vous avez la salle de séjour qui arrive juste à l'entrée et qui est juste en face du pôle infirmier. Sur la photo à gauche, c'est le hall d'arrivée des ascenseurs panoramiques. Vous voyez que le soleil, quand il y a du soleil, c'est agréable. On monte là en plein air, quasiment. La salle. Et puis, sur la photo de droite, vous voyez le couloir qui s'en va vers le... Droite, vous voyez, c'est la photo de la petite placette. Alors, c'est très difficile de prendre en photo ces placettes, mais vous voyez quelque chose qui est important, c'est que... Ouais, je n'ai pas changé la photo. La voilà. Sur cette photo, vous voyez bien la chambre qui est ici. Donc, c'est la deuxième porte est à côté. Oui, c'est vraiment le... heureusement que tu es là. Voilà, ça y est. Oh. Donc là, on est sur la placette et vous voyez, on voit très bien le dégagement qui est là et qui permet de laisser du matériel, parce que vous avez sans arrêt dans les couloirs d'hospitalisation, vous avez sans arrêt des chariots de tous les côtés. Et ici, on peut laisser les chariots. Il y a 4 emplacements pour mettre des chariots, les laisser. Ce qui fait que le couloir a été traité de façon un peu plus étroite que d'habitude. Et en même temps, ça donne un aspect assez sympathique au couloir parce que ça fait pas, ça rompt la monotonie du couloir. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les salles de soins infirmiers étaient en angle. Donc ici, on voit l'angle qui tourne comme ça. Donc là, on a une porte à chaque extrémité. Là, en face ici, on est dans la salle de séjour. Donc juste en face, on a le poste infirmier avec un bureau pour la surveillante. Bon, ça c'est des... Voilà. Oh, non, je vais renoncer.
crois que j'ai Je appuyé. pense que vous appuyez pas sur le bon bouton. Mais oui, j'appuie jamais sur le bon bouton. Il y a trop de boutons. Allez, je vais essayer de faire mieux, voilà. Ah, ça y est, ça marche. Bon, là, c'est une vue de la chambre. Et c'est surtout la vue de la chambre sur l'extérieur qui est agréable, parce que quand vous êtes sur une chambre sur le quai, celle qui est sur la faculté, c'est pas mal non plus. Non, c'est pas d'avoir des grandes baies vitrées. Je pense que personne ne se plaint d'avoir une façade complètement vitrée. Alors là, il y a le plan de la chambre à 2 lits. C'est un plan de l'époque. Et elle n'est pas encore équipée avec le deuxième WC. Elle n'est pas terminée là. Alors, revenons à l'entrée de l'hôpital. Voilà l'entrée sur le quai qui est très bien desservie parce qu'il y a le tram qui s'arrête juste devant, c'est très pratique. Alors, à l'entrée, l'entrée de l'hôpital, comme on a créé une douve pour éclairer les locaux qui sont en dessous, on a un grand vide qui est là et on rentre dans l'hôpital par une passerelle qui est vitrée, de façon à laisser passer le maximum de lumière, hein, il ne fallait pas en perdre. Et donc on rentre dans l'hôpital. Ah, là, ça a marché, oui. Donc là, vous avez l'entrée de l'hôpital et si on se retourne, voilà la vue qu'on a depuis la passerelle avec la vue même sur Fourvière quand il fait beau, oui, là je ne sais pas si c'est le cas. Voilà. Bon, là, il y a un petit croquis, c'était l'étude pour la douve, comment allait se passer ce problème de traversée. Ouais. Voilà la douve. Coquille sur la douve à l'entrée. Et puis, on descend, quand on est rentré à l'intérieur, on peut aller ensuite se diriger vers on est orienté, c'est la grande diagonale qui va à l'atrium et aux appareils élévateurs, aux ascenseurs panoramiques. Et on descend le grand escalier pour aller, ceux qui peuvent le prendre, c'est agréable, on arrive aux consultations qui sont en bas. Alors voilà le plan du rez-de-chaussée. Donc, l'entrée... Ah non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il faut vraiment que je fasse plus attention. Bon, voilà le plan du rez-de-chaussée. Donc l'entrée se fait là, avec l'accueil qui est ici. Donc on a la fameuse diagonale qui nous amène jusqu'aux consultations qui sont là en bas, parce que c'est un gros trafic dans l'établissement. On a les 4 ascenseurs panoramiques qui sont là. Vous voyez que la partie arrière, c'est là où sont les monte-charges et monte-malades, n'a aucun rapport avec le public. Alors la partie ouest de l'hôpital, on a toute la partie réception et avec ce grand couloir qui était demandé au départ parce qu'il permettait d'ouvrir vraiment sur la ville toute cette partie publique de l'hôpital. Là, on a une série de salles de réunion qui sont à la suite, là, et qui se terminent par la chapelle avec des cloisons amovibles, ce qui fait que si l'on veut, on peut ouvrir 1, 2 ou 3 parois et avoir un très grand volume. De l'autre côté, Aslanian a ouvert, à la demande de l'hôpital, a ouvert un petit self-service. Non, c'est pas un self, c'est un petit restaurant qui est très, très apprécié parce qu'il y a tout le temps du monde, c'est bien. Au rez-de-chaussée, de l'autre côté, sur la rue Rollin, c'est toute la partie urgence avec l'accès des ambulances qui se fait comme cela. L'accès des ambulances, après les accès piétons pour rentrer, et puis on a aussi là un accès pour les ambulances qui sont programmées. Lorsque vous venez à l'hôpital sur un coup de téléphone, vous avez pris rendez-vous, vous arrivez ici, c'est pas ni les pompiers ni le SAMU, c'est l'arrivée pour les
malades qui rentrent là directement et montent tout de suite par les montes malades. Pendant qu'on est encore sur la rue Rollin, on a l'accès des sous-sols par ici. Et l'accès est un accès que vous voyez est très large. Il est à double voie ici. Il est à double voie parce que alors oui, je vous montre là 2 minutes. Ça, c'est une des salles de réunion. Et puis la chapelle qui est au bout. Voilà, une deuxième vue de la chapelle. Et ça, c'est le restaurant Aslanian. Non. Non, c'est pas l'Aslanian, là. Vous voyez là. Voilà. Oui, j'ai bien vu. Bon, catastrophique. Donc ça, c'est les sorties. Ça, c'est les sorties des urgences. C'est la partie urgence. Voilà, les urgences. Ça c'est l'entrée ambulance pour les ambulances programmées. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Parce que le truc, donc j'appuie là. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est que là. Oui, mais je vais appuyer là-dessus, là, ici, non, ça marche là. Si j'appuie là, ça marche très bien aussi, là, parce que là, c'est trop compliqué. Appuyez là, la flèche là. Non, là. Ah oui, celui-là. Ouais. Voilà, ça c'est l'entrée l'entrée des garages, des parkings, qui est très important. Un problème considérable à l'hôpital, c'est que il faut quand même, il y a un gros trafic qui alimente un hôpital. Il y a en dehors des ambulances, il y a des camions qui arrivent tout le temps pour livrer soit la nourriture, soit la lingerie, tout le matériel nécessaire tous les jours. Donc, on est entre 4 rues, on occupe la totalité du terrain. Il était impensable de créer un quai de déchargement extérieur. C'était impossible. Donc là, j'ai proposé de faire un sous-sol dans lequel on pouvait descendre les camions. Alors ça a été très compliqué parce que personne ne croyait qu'on allait descendre avec des camions suffisamment gros. On croyait qu'on allait pouvoir livrer qu'avec des tout petits véhicules. Et en réalité, on a réussi à faire rentrer des camions qui sont très, très importants. Et on va aller voir le plan maintenant. Je vais essayer de faire bouger ça très bien comme ça, là. Voilà. Ah, formidable. Donc là, vous voyez le plan du deuxième sous-sol. Le deuxième sous-sol, tout ce qui est en orange, c'est de la voirie. Donc les véhicules, quand ils arrivent par la rampe qui est là, qui descend tout le long, c'est une rampe à 10% de façon à ce qu'on n'ait pas des pentes trop importantes pour les camions. Les camions viennent là et manœuvrent comme ça. Et ça fonctionne très bien. Ça a demandé une grande discipline pour les livraisons. Donc les gens viennent sur rendez-vous, ils viennent livrer tous les jours de plusieurs fois. Ça n'arrête pas de livrer. Hein. Alors ça a un avantage, c'est que l'accès est double, parce que vous avez la rue Rollin qui est ici, et là, la rue Chevreul. Donc vous avez un double accès par là. Les camions peuvent arriver ou du nord ou du sud par là, et c'est très pratique pour ça. Voilà. Sur ce plan, vous voyez en jaune ici, c'est la douve qui est à l'ouest. On est au 2e étage, et ici, on éclaire avec cette douve toute la partie des laboratoires qui est ici. Là, cette zone-là, relève de la pharmacie, avec ses dépôts qui sont très importants. Et ici, il y a tout petit puits de lumière, et qui donne une lumière très satisfaisante. Quand j'ai annoncé à la pharmacienne
que j'allais la mettre au deuxième sous-sol, j'ai cru qu'elle m'étripait parce qu'elle avait passé sa vie à l'hôpital Saint-Joseph, un sous-sol, et éclairé uniquement par un larmier qui devait faire 10 cm de hauteur à peu près, ou 15 cm. Et donc j'ai cru que je m'en tirais pas indemne. Et puis non, je lui ai promis qu'elle aurait du soleil peut-être 2 ou 3 fois par an. Et en réalité, elle en a eu plus souvent parce que dès que le soleil est très haut, avec la réverbération sur les vitrages, ça donne énormément de lumière. J'avais vu ça à Berlin. À Berlin, Nouvel avait fait des Galeries Lafayette, je crois, et où il avait fait un cône, un cône de lumière qui descendait très profond, et effectivement, avec une petite surface, mais bien éclairée, on avait une surface de locaux qui était très agréable. Et ma pharmacienne n'a pas dépéri dans ce nouveau local. Alors, ici, c'est pareil. Cette partie-là, c'est la salle à manger du personnel, qui est assez bien éclairée, sur la douve, même bien éclairée. Et puis ça, c'est les services généraux qui sont là. Je regrette beaucoup qu'à l'hôpital, on ait un budget peu différent de zéro pour l'entretien des jardins, parce que le jour de la livraison des lieux, les jardins étaient absolument magnifiques. Il y avait des rhododendrons blancs en particulier dans toutes ces zones-là. Enfin, c'était très bien planté, ça avait été très bien fait. Il y a pourtant un arrosage automatique, mais je ne l'ai jamais vu fonctionner. Il y a des lierres qui sont poussiéreux, qui sont dans l'entrée. Allez voir la photo suivante. J'appuie comme il faut. Là, cette fois-ci, je tombe plus. Bon, suivant. Bon, c'est pas le bouton qu'il faut. Bon, ça fait rien. Bouge pas. Bon, vous savez, l'informatique, c'est... Voilà. Alors là, vous voyez la douve à gauche. La douve à gauche, il y a les lierres qui poussent désespérément. Ça pourrait être c'était tout bien planté, ça a été tout abandonné. Et alors à droite, vous voyez, voilà, à droite, vous voyez les laboratoires qu'on voit depuis la rue. Comme c'est entièrement vitré, il y a quand même beaucoup de lumière qui arrive là. Et la suivante, est-ce que ça marche là? Non, ça marche plus. Oui, formidable. Donc, allez à la suivante. Alors là, vous avez le self qui alimente la salle à manger, que voilà. Donc la salle à manger a été un peu décorée, c'est bien. Elle est assez sympathique, chaleureuse, c'est pas mal du tout. On va remonter pour vous montrer les puits de lumière, comment ça se voit depuis l'extérieur. Là, vous avez sur la photo de gauche le puits de lumière nord, c'est celui qui descend le plus profond, et puis le puits de lumière sud qui est à côté, et vous voyez la face des ascenseurs qui montent là en plein soleil. Oui. Alors, on remonte au rez-de-chaussée, à l'étage des consultations que je n'ai pas du tout développé, mais là, je me suis fait un bel escalier pour descendre, de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression de descendre au sous-sol. Si on descendait par l'escalier central, qui est un escalier enfermé dans une tour en béton, c'est pas très joli. Là, on descend de façon agréable. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, beaucoup plus qu'on ne pouvait penser. Alors, tous ceux qui sont à peu près ingambe, ils descendent par l'escalier. Et puis, vous avez à gauche, la photo de gauche, vous voyez, ça a été au début la plantation au fond du puits de verdure, là, puits de lumière. Vous voyez que c'était pas vilain, et aujourd'hui, il ne reste rien. Il y a
de l'herbe qui, dès qu'il fait un peu chaud, comme il n'arrose pas, c'est grillé complètement, c'est tout à fait regrettable. Alors on va passer sur la suivante. Voilà. Donc là, vous avez la vue quand on arrive au rez-de-chaussée et qu'on arrive au niveau, en haut de l'escalier, la vue sur l'atrium qui est assez sympathique et ça fait plus hôtel que hôpital. Alors on va remonter, j'ai un peu perdu mes papiers, mais ça fait rien, c'est même mieux. Donc on remonte à là. On remonte directement au premier étage maintenant. Le premier étage, c'est un étage très important parce que vous avez les activités médico-techniques. On a les grands brûlés, on a la réanimation, l'exploration cardio et labocardio, 20 lits, et les post-urgences, 12 lits. Donc il y en a vraiment plein la page. Je ne vais pas vous promener partout parce que ça n'a pas un très grand intérêt. Ce sont essentiellement des chambres. La réa, je pense, c'est toute cette partie-là. Oui, c'est ce grand alignement là. On a encore à ce niveau l'atrium qui est encore ouvert. Et c'est un secteur ici qui est très agréable pour y passer. On va passer à la suivante. Alors ça, c'est le deuxième étage. Le deuxième étage, c'est là où il y a le plateau technique avec les 20, toute la maternité, les salles d'opération, 11 salles d'opération au total, c'est beaucoup. Donc vous avez là, on a des deux côtés les puits de lumière qui éclairent bien tout ce qui est autour. On a les salles d'opération qui sont toutes là sur cette longueur. Ici, vous avez à la suite les salles de naissance et entre les deux, vous avez la salle d'obstétrique et puis les chambres de maternité qui sont à la suite. Et de l'autre côté, donc le bloc opératoire, ici avec les salles de réveil qui sont là au milieu et encore des salles d'opération ici, IRM et scanner ici. Voilà, donc vous avez vu, là vous avez la salle d'attente à gauche, vous avez la salle d'attente. Vous avez la salle d'attente quand on rentre au bloc, c'est pas désagréable d'attendre, on est bien éclairé là. Au suivant. Bon, là vous avez voilà l'éclairage qu'on a dans les puits de lumière donne beaucoup de lumière, c'est très agréable. Au suivant. Alors voilà la salle de réveil. Très grande salle. Il y a deux salles de réveil côte à côte qui étaient à l'origine identiques en dimension et je crois qu'elles ont été repartagées, une plus grande que l'autre pour être plus adaptable au trafic. On continue. Alors le troisième étage, eh bien le troisième étage, c'est celui qui a la moitié en hébergement traditionnel, c'est-à-dire les chambres sur un côté, deux services, et puis de l'autre, on a ça y est, je ne sais plus ce qu'il y a, la kiné et la consultation de maternité, la stérilisation centrale qui prend tout ce grand volume-là, et qui est donc en liaison directe avec le bloc qui est là en dessous. J'ai pas dit de bêtises. Quatrième et cinquième étage. Alors ça, c'est voilà les services, les 4 services par étage. Donc c'est absolument symétrique dans les deux sens. Et lorsqu'on veut, en fonction des périodes, on peut ouvrir ou ne pas ouvrir les couloirs. Ça permet d'avoir une plus grande souplesse à certains moments. Vous pouvez fermer un service. Vous pouvez fermer un service le week-end, ou vous pouvez tout ouvrir ou fermer pratiquement la moitié d'un étage complet.
Alors au sixième étage, vous avez les locaux administratifs qui sont là, avec le bureau de la directrice, qui est un des plus beaux bureaux de Lyon sans doute, parce qu'elle a une vue extraordinaire. Et puis, toujours les ascenseurs panoramiques qui arrivent ici. Et là, on a des passerelles qui permettent de rejoindre les terrasses qui sont ouvertes au public des deux côtés. Je viens d'apprendre qu'elles vont être enfin aménagées en espace vert, enfin avec quelques plantations, de façon à ce que ça soit très agréable. On va mettre une photo. Donc ce que vous voyez là, ça c'est à l'entrée du service, du sixième étage, c'est l'accueil de l'administration. Et dans ce qu'on appelle le club médical, c'est la moitié de l'étage est affectée à un club médical, et de l'autre côté, vous avez toute la partie administrative de l'établissement. Alors, voilà, donc on arrive maintenant. Bon. Alors, les façades. Eh bien, tout en organisant l'intérieur, on pense aussi aux façades. Depuis longtemps, j'étais persuadé que celle-ci devait être forte, entre les facultés de Hirsch et les beaux immeubles de rapport qui sont sur le quai. J'avais été très impressionné par l'immense toile bleutée d'un échafaudage qui couvrait la Grande Poste à une époque. Et je m'étais dit, ça, c'est une très bonne idée pour l'hôpital, tout noyé dans un grand enveloppement, et qu'on n'est nulle part à se dire, ça c'est les cuisines, et ça c'est les salles d'opération, et ça c'est les chambres. Non. Les façades de l'hôpital seront elles aussi enveloppées par une grande résille d'aluminium et de verre, sans aucun artifice, autre que le grand porte-à-faux permettant l'entrée de la lumière, et puis la tique au dernier étage. Sur la trame d'1,20 m interchangeable pour suivre les évolutions dans le temps, les surfaces opaques ou transparentes devaient recevoir une sérigraphie plus ou moins dense suivant la vocation des pièces. Projet retenu par M. Chabert et l'architecte conseil. Un artiste devait venir apporter son concours, et j'avais évoqué Soulages et Adilon. Bon. Mais un concours international en a décidé autrement, et la sérigraphie n'a pas passionné les artistes. C'est dommage, parce qu'à l'époque, la sérigraphie, c'était tout à fait nouveau, et il y avait très peu de bâtiments où on en avait vu, c'était intéressant, et malheureusement, je pense que c'était trop difficile. Voilà, tout en étant sensible à l'œuvre de Cécile Barre, je pense que l'attribution sur concours empêche une réelle et indispensable concertation avec les architectes. Et là, la concertation, elle a été nulle. Non, c'est dommage, c'est comme ça. Pour la conception de cette façade, nous avons travaillé avec M. Michel Moureau, ingénieur très spécialisé, qui avait sur la planche, en même temps que notre projet, un bâtiment qui s'appelle le Concombre, que vous connaissez peut-être, qui était un projet de Norman Foster à Londres. C'est la même entreprise suisse qui a réalisé les deux façades. À l'époque, c'était top secret. On nous avait montré les plans avec beaucoup de sous-conditions. Donc, il s'agit d'une façade dite respirante. Qu'est-ce que c'est qu'une façade respirante? Insérée dans une trame d'aluminium, de profilé aluminium, rythmée sur la base des 1,20 m. C'est toujours 1,20 m, les panneaux. Des panneaux transparents ou des panneaux pleins sont exactement interchangeables, éventuellement démontables pour livraison de gros équipements. Les façades sont complètement rapportées sur l'ossature béton. L'épaisseur de la structure de façade est de 100 mm sur toute la surface, partout pareil. Les parties vitrées transparentes comportent deux vitrages séparés
par un espace de 50 mm ventilé depuis l'extérieur, abritant les protections solaires, ce qui permet une mise en équilibre de la pression de vapeur dans cette lame d'air et élimine tout risque de saturation de vapeur d'eau. Donc c'est une technique très sophistiquée qui était peu courante à l'époque. Je ne sais pas si elle a été beaucoup utilisée depuis, j'en sais rien. Oui, à ton avis, oui. Ouais. C'est une très bonne technique, assez coûteuse, mais l'expérience montre que c'est bien, quand ça a été bien fait, bien réalisé et surtout bien pensé, on n'a pas de problème à la suite et j'ai pas eu, je crois, une seule plainte sur les façades, qui est quand même toujours une partie tout à fait redoutable dans la construction. Il faut que ça soit bien fait, très bien traité. Là, Moureau est un spécialiste, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très grand spécialiste. Alors, les parties opaques sont réalisées en vert teinté dans la masse, teinte choisie par l'artiste Cécile Barre et qu'elle a assemblée suivant un calpinage sophistiqué. Je lui emprunte ces quelques lignes pour expliquer les 7 couleurs qu'elle a choisies. La couleur est le moyen d'inscrire le bâtiment dans le site d'une façon plus sensible. La mise en couleur, loin d'être abstraite, puise son origine dans l'environnement immédiat, les toits d'ardoise ou de tuiles, la pierre, le métal du pont d'université, les ferronneries des balcons, les arbres, l'écorce naissante des platanes. Le ciel, à partir des couleurs précédentes, non, j'ai des bêtises, à partir des couleurs précédentes, j'ai établi une quadruple gamme. Chaque façade est aussi dotée d'une couleur locale, à l'ouest la brique des tuiles, au nord le bleu-vert du pont de l'université, à l'est le jaune pâle emprunté aux platanes et au sud le bleu du ciel par beau temps. À ces couleurs s'ajoutent des valeurs de gris différentes, traduisant la modulation de l'ombre et de la lumière. Le gris soutenu évoque un ciel chargé, tout autant que l'ardoise, le gris clair est celui de la pierre. L'essentiel n'est bien entendu pas la qualité de ces couleurs prises une par une, mais l'ambiance générale colorée ainsi produite. Voilà. Alors j'ai terminé en disant que les façades sont, comme elles sont entièrement lisses du haut en bas, on a prévu des possibilités de nettoyage par des nacelles qui sont à poste. Et n'en déplaise à M. Houellebecq, pour ceux qui ont lu son dernier livre, il me semble que les façades sont bien nettoyées et il me semble que Houellebecq dit qu'elles ne sont pas propres. C'est pas ce qu'il dit exactement. C'est un jeu de lumière pour amuser les enfants. Ah ben c'est déjà pas mal, oui. C'est pas amuser les enfants. Ah oui, ouais, voilà. Ouais. Donc je n'ai pas été vérifier l'état des façades. Ouais. Oui, Houellebecq, si vous lisez son dernier livre, il arrive par la gare de Perrache et il vient à pied, donc il a tout le temps d'admirer les façades. Et après, il repart par le pont de l'université. Donc, le héros a son père qui est dans le coma à l'hôpital. Oui, oui, son père est... Alors, je vais vous parler 2 minutes d'un autre problème. On va passer à sa suite. Oui. L'urgence du projet, ce qui a été quand même quelque chose de très important. La réalisation du projet est urgente. Madame Montaigu, la directrice de l'hôpital, vient d'avoir l'information que la Générale de Santé démarre un projet de regroupement de 3 cliniques, 21 000 m² de terrain, avenue Mermoz, pour 30 000 m² de plancher. Il ne faut absolument pas se faire distancer. Donc, la suite nous a montré ce qu'il en était, mais la pression était mise. Je peux vous dire que tout le monde nous bousculait. Afin de répondre à cet impératif qui est irréalisable dans une procédure normale, je propose au maître d'ouvrage de désolidariser différentes interventions de la procédure habituelle.
avant même de consulter l'entreprise générale, ce qui va nous faire gagner un nombre de mois considérable, je propose de consulter et de lancer la démolition des bâtiments de Saint-Luc, puisque nous avons le permis de démolir, de consulter et de lancer les travaux de parois moulées, de consulter le terrassier pour évacuer les 6600 mètres cubes de terre qui dégagent les fondations. Ainsi, les architectes et le bureau d'études pourront continuer des études et dossiers pour la consultation d'entreprise générale, parce que on a fait tout à la fois là. Et il faut reconnaître que le maître d'ouvrage nous a fait confiance, parce que s'il y avait eu on ne sait pas quel problème entre-temps, on a quand même lancé une partie très importante de chantier, démolition d'abord, chantier ensuite. Il fallait avoir la foi dans l'avenir et être sûr que le projet il irait bien à son terme. Donc ça nous a permis de gagner un temps tout à fait extraordinaire. On va passer aux suivantes. Voilà. Ben là, vous avez deux photos qui sont intéressantes. Il y en a une, c'est la... Il faut commencer par celle qui est à droite. Enfin, celle qui est à droite, c'est le moment où les terrassiers sortent la terre du trou. Et alors, je me suis toujours demandé comment ils avaient sorti leur camion, parce qu'il y avait... Enfin, ils ont sorti avec une grue. Maintenant, il n'y a plus de problème. Mais c'était curieux de voir sortir ça, parce que la paroi moulée a été faite, on a tout le sol qui est là, on fait les parois moulées en creusant dans le sol. Pour ceux qui ne savent pas, une paroi moulée, c'est une espèce de tranchée dans laquelle on va couler du béton, mais on la descend extrêmement profonde, à 25 mètres de profondeur, pour éviter que avec les pelles qui descendent, c'est des pelles qui font la largeur de la tranchée adéquate. Nous, on avait une tranchée très large sur le quai, parce qu'il fallait tenir le quai, comme la douve derrière ne venait pas contrebalancer la paroi, et il fallait qu'elle soit très solide. On a une paroi qui fait 1 mètre d'épaisseur. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc ce bâtard d'eau général qui descend à 25 mètres, on peut creuser tant qu'on veut. Et nous, on s'est arrêté à moins 3. On aurait pu descendre à moins 4, mais on ne voyait pas ce qu'on allait y mettre. Alors, sur la deuxième photo qui est à gauche, vous avez la paroi moulée qui apparaît. Et vous voyez tous ces petits points sur la paroi, là, qui sont tous ces petits points. C'est les ancrages. On fore avec des perforateurs, on rentre une tige qui se termine par un système à expansion, comme un parapluie qui s'ouvre. Et puis, à l'autre extrémité ici, on met un pas de vis et on visse jusqu'à ce que la paroi soit en tension. Et après, on pourra enlever la terre, mais on ne peut pas l'enlever avant. Donc, on remonte au fur et à mesure où on creuse. Au contraire, on met chaque fois ces rangées de tirants. Alors là, là, c'est déjà le maçon qui est intervenu, parce qu'on lui a livré un terrain qui était complètement plat. Donc il est venu et il fait des trous qui correspondent chaque fois aux fondations des grosses œuvres. On va continuer au suivant. Alors là, vous voyez d'autres... voilà les camions qui font le trafic. Alors là, ils ont laissé une rampe qui est raide pour pouvoir vider. Et puis ensuite, ça, au début, c'est les parois moulées qui sont en train de se fabriquer. Et ça, je crois que c'était avant les parois moulées. Et alors là, vous avez M. Barre, Madame la directrice, et Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était le directeur de la santé, je ne sais pas comment on l'appelle. Monsieur, je ne sais plus. Et là, c'est le bâtiment qui commence à monter. On passe au suivant. Incroyable. Alors là, vous avez la façade telle qu'elle est actuellement, telle que Houellebecq l'apprécie, avec une vue à l'automne. Voilà, une vue d'automne. Et là, c'est la façade est qui est dans les teintes bleues, alors bleu, gris, et ici c'est rouge. Et voilà.
continue. Voilà. Ça, c'est la façade qui est opposée, c'est sur la rue Rollin, avec au pied de celle-là. Ah oui, ça, c'est quelque chose dont on peut signaler parce qu'il faut y penser avant même de commencer les travaux. C'est là où on met les fluides médicaux. Les fluides médicaux, c'est une particularité, c'est qu'il doit y avoir rien en dessous et rien en dessus. Ce qui est quand même très gênant quand vous êtes entre quatre rues. Alors là, ça m'a permis, le terrain étant légèrement trapézoïdal, a permis de faire un bâtiment complètement quatre parois orthogonales, c'est fait un bâtiment complètement symétrique. Et puis, on a sorti un petit bout de bâtiment, là, tout petit, qui est tout couvert de grilles. Et c'est derrière ce bâtiment, vous voyez ici, là, c'est l'oxygène ou je ne sais pas quoi. Voilà, que vous voyez apparaître. Suivant. Alors, voilà, les démolitions ont été, j'ai quelques dates en plus, oui. Le feu vert pour les études ont été, je dis 1er avril parce que c'était assez surprenant, c'est à peu près la date, je ne sais pas si c'est exact, mais c'était début avril. Et ensuite, on a pu passer en architecte conseil fin juillet, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu tout l'avant-projet à faire discuter par les clients, etc. Et feu vert au mois de juillet, fin juillet. On a déposé le permis de construire en novembre 97. Donc on a eu quelques mois, vous voyez, entre le feu vert et c'est le temps nécessaire pour l'étude. On a obtenu le permis de construire le 7 avril 98. On a consulté les artistes de mai à septembre 98 parce ça a été très long. On pensait que ça serait fait en quelques jours et ça a été très long parce qu'on a fait 2 concours. On a refusé le premier. C'est pas très bien vu. Le début des travaux, ça a été été 98. On a commencé à démolir. 98 à 90, novembre 98 à 99, on a fait les parois moulées. Juin-juillet 99, les terrassements. Les marchés, le marché de l'entreprise Bouygues, entreprise générale, a été signé le 16 juillet. Et on a terminé les travaux à la fin de l'année 2002. Les opérations préalables à la réception ont été diaboliques parce on avait un directeur de travaux dans l'hôpital qui était un ex-Bouygues et je pense qu'on avait, je ne sais plus combien, 3000 et quelques pièces. On n'en a pas raté une. On a tout visité, tout signé. Il y avait des chariots avec des ordinateurs dessus. C'était extravagant. Je pense qu'ils n'étaient pas très pressés d'intégrer et il y avait d'autres choses à faire en préparation. Voilà. Le coût de l'opération, j'ai un chiffre, mais je ne sais pas du tout ce qu'il veut. 55 500 000, je ne sais pas si c'est quelque chose de réaliste. Pour 350 lits, ça fait 150 000 € le lit, c'est à peu près dans les normes, il me semble. Ouais. Alors, du 1er avril 97 à début 2003, eh ben, ça fait 5 ans et 9 mois. Il n'y a pas beaucoup de projets de cette importance qui sont traités dans ce délai. Non? C'est-à-dire que si on a eu la chance d'avoir de pouvoir court-circuiter les procédés administratifs traditionnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de temps, on a pu mener de front à la fois des études et des démolitions, ce qui était... Voilà, j'espère que je suis désolé, je m'excuse d'avoir si peu fait manœuvrer le... Il y en a encore, hein? Il y en a encore? Oh. Ouais. Alors, ça va, très bien. Parce que, ah oui, c'est bon, on a le temps. Ah oui, bien sûr, il faut que je montre quand même les photos. Oui, oui, bien sûr, il faut que je montre ça quand même. Non,
ça revient de... Ah ben oui, ça, on peut le mettre, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est tous ceux qui ont participé à l'opération. C'est l'équipe d'architectes, le bureau d'études techniques qui est CETEC Paris. Vous savez, ceux qui vont à Paris de temps en temps, c'est le très gros bureau qui est juste à gauche de la gare de Lyon quand on sort. Hein. Donc c'est un très gros bureau d'études, très compétent et efficace. Les façades CEF, c'est M. Moureau. Économiste voûté, tout le monde le connaît ici, je pense, à peu près, non? Tout le monde. Et la coordination globale. Alors, les hommes, bon, le mandataire était mon associé Jean-Philippe Ricard, les concepteurs Didier Manès, Yves Hinault et moi-même, le directeur des travaux Christian Valentinuzzi, c'est un de mes très anciens collaborateurs, ça a été même peut-être un de ses derniers chantiers parce que je l'ai engagé, je ne sais plus, en 60, je ne sais plus. Et le directeur, oui, les architectes Bergeret, Ramiro Pascal. Alors, Ramiro Pascal, c'est celui que j'ai engagé immédiatement après avoir fait l'APS, l'avant-projet que j'ai fait sur une petite planche à dessin. Mais comme je ne maîtrise absolument pas l'informatique, j'étais bien incapable de le présenter différemment que sur des planches qui étaient grandes comme ça. C'était très pratique. Mais... Alors les croquis, j'avais un dessin que je voulais mettre pour les croquis parce que j'avais des croquis d'un grand architecte italien, le nom m'échappe, bon, qui étaient des petits gribouillons qui montrent que quand on... Et on a tous vu ces jours-ci, ça a passé très souvent, les projets de Léonard de Vinci. Quand on voit les projets de Léonard de Vinci, c'est des tout petits gribouillons comme ça, et on voit tout de suite qu'il y a tout ce qu'il faut dans le croquis. Après, bien sûr, il faut la mise au point, mais c'est une méthode de travail. Alors je m'interroge pour savoir si, avec l'informatique, on se passe du croquis. Voilà. Problème très intéressant. On va faire un débat à la Société académique sur ce sujet. Et puis, alors ensuite, Ferial, Thomas, etc., ça c'est toute l'équipe du bureau d'études. J'avais mis un plan du bureau, un plan d'exécution qui était intéressant. Et il était à 2 cm par mètre et il avait pratiquement la taille de l'écran. Et il n'y en avait que le quart. Et c'était un tel fouillis qu'il n'était pas assez lisible pour que je le montre, mais ça montre la complexité d'une opération où tout est très dense et très resserré. Alors, il faut mettre la dernière photo. Les 2 dernières photos, ben ça c'est une partie de l'équipe, hein, entre MVM et l'agence, à moi. Voilà. Là, il y en a une 20-25, je ne sais pas combien. Donc on avait débauché sur là, il faisait beau, on a dit on monte sur le toit. L'étanchéité n'était pas faite, il y avait encore des trucs. Mais ça faisait plaisir à tout le monde de venir voir à quoi ça ressemblait. Et il faisait beau. Voilà. Oui, la dernière, c'est pour montrer le paysage. Ça, c'est la vue depuis le bureau de Madame la directrice, c'est bien. Voilà.